Il y a une sorte de guerre civile au Mexique actuellement. Depuis dimanche, le Mexique se transforme en véritable zone de guerre. Tout ça après la mort de cet homme, Nemesio Zeguera, plus connu sous le nom d'El Mencho. Les États-Unis et le Mexique offraient jusqu'à 15 millions de dollars pour sa capture. C'était le chef du cartel de Jalisco, considéré comme le dernier grand parrain depuis l'arrestation des fondateurs du cartel de Sinaloa, El Chapo et El Mayo, incarcérés aux États-Unis. La porte-parole du président américain Caroline Leavitt a confirmé sur X que les États-Unis, qui considèrent le cartel comme organisation terroriste depuis l'année dernière, avaient fourni des renseignements à l'armée mexicaine. Au total, 7 criminels ont été tués et 3 soldats ont été blessés dans l'opération. 2 membres du cartel ont été arrêtés et diverses armes ont été saisies, notamment des lance-roquettes. Après avoir vécu plusieurs années aux États-Unis avant les années 2000 où il est arrêté pour trafic de drogue et expulsé, Nemesio Zeguera revient vers le Mexique et intègre le cartel de Milenio. Entre 2000 et 2010, il gravit les échelons jusqu'à fonder le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, accusé entre autres de trafic de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine et de fentanyl. Suite à l'annonce de la mort d'El Mencho, les membres présumés du cartel, autant voire mieux équipés que la police, déchaînent la violence dans les rues pour venger la mort de leur chef. Ce lundi, dans au moins 8 des 32 États mexicains, les cours en présentiel à l'école ont été suspendus. L'aéroport de Guadalajara a été envahi par plusieurs hommes armés et des dizaines de vols ont été annulés dans tout le pays. Avant de continuer, je vous rappelle que la Craft est disponible. Vous y trouverez ma formation YouTube, mais aussi des formations en dessin, montage vidéo, création de bandes dessinées, de miniatures et des techniques d'animation utilisées par les grands studios. On ajoute régulièrement de nouveaux contenus, notamment en programmation d'applications comme Netflix ou Shazam, pour vous aider à développer des compétences vraiment valorisantes. Le site évolue chaque jour. Les paiements sont déjà disponibles en Afrique. On travaille à intégrer les systèmes occidentaux. D'ailleurs, si vous pouvez nous aider en ce sens, contactez-nous. Voici le mail et le numéro. Le lien du site est en description. Revenons au sujet. Le 22 février 2026, dans la petite ville de Tapalpa, dans l'état de Jalisco, les forces spéciales mexicaines lancent un assaut ciblé. L'objectif, c'est un homme. Le neutraliser. Nemesio Rubén Oseguera Carvante. Ou Carvantes, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Bref, son pseudo de méchant, c'était El Mencho. Le chef de la CJNG. L'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde, avec un business qui vaut des milliards de dollars. L'opération a été très rapide, très violente. Les renseignements américains ont permis la localisation de sa cachette, notamment en suivant une partenaire proche de lui, une influenceuse de OnlyFans qu'il a appelée, et c'est elle qu'on a suivie parce que, bien évidemment, elle n'est pas entraînée à échapper aux forces de l'ordre. Je trouve quand même la raison pour laquelle il s'est fait arrêter assez ironique. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, les forces mexicaines ont encerclé le complexe, fusillade, hélicoptère, riposte armée du cartel et j'en passe. El Mencho, pendant l'attaque, est blessé par balle, gravement. Il est capturé vivant, mais en train de saigner, et pendant son transfert aérien vers Mexico, il succombe à ses blessures. Et à partir de là, le pays bascule. En quelques heures, la CJNG déclenche des représailles coordonnées dans au moins 20 États mexicains. Des routes bloquées avec des camions incendiés, des commerces brûlés, des fusillades, des explosions. Guadalajara devient presque une ville fantôme en quelques heures. L'aéroport international est perturbé, des vols sont annulés, des touristes sont bloqués à Puerto Vallarta. Les autorités américaines émettent même des alertes de sécurité. Au Mexique, la mort d'un chef de cartel provoque le chaos. Des voitures incendiées, des routes bloquées, des hommes armés sur les routes dans plusieurs États. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, le Mexique est frappé par une vague de violence d'une grande ampleur depuis ce dimanche 22 février. Le bilan grimpe donc rapidement. Au moins 73 morts entre l'opération et les violences qui suivent. Et ce chiffre s'inscrit dans un contexte plus large et plus effrayant. On parle de plus de 450 000 morts liés aux violences des cartels au Mexique depuis 2006. 450 000 personnes. Officiellement, donc, c'est une victoire. Washington parle de grandes avancées contre le narcotrafic. Le CJNG est classé comme une organisation terroriste par les États-Unis depuis 2018. Mais sur le terrain, la question est très différente. Est-ce que c'est vraiment la fin du cartel ou alors le début d'une nouvelle guerre? Parce que Donald Trump a l'habitude de dire « Oh yeah, youpi », bref, de crier la victoire trop vite. Or, la réalité du terrain ne montre pas du tout une victoire. Le truc, c'est quoi? Quand on élimine un chef de ce niveau, on ouvre un vide. Et dans le monde des cartels, le vide attire toujours la violence. Alors, maintenant qu'on a vu le choc immédiat, il y a une question qui devient essentielle. Qui était vraiment El Mencho? Nemesio Rubén Oseguera Carvantes naît le 17 juillet 1966 dans le Michoacán, une région rurale très pauvre du Mexique. Il abandonne l'école très vite, très tôt, et il travaille dans les champs.
rien ne le prédestinait officiellement à devenir l'un des criminels les plus puissants de la planète. Dans les années 1980, il traverse illégalement la frontière vers les États-Unis. Il s'installe en Californie. Il entre dans le trafic de filons très jeune. Filon, c'est tout ce qui va concerner drogue. Vraiment, en règle générale, je vais en parler pour désigner ce truc-là. Je le fais pour éviter des blocages ou des censures inutiles. Voilà, c'est tout. En 1994, il est condamné par le tribunal fédéral américain pour conspiration en vue de distribuer un filon particulier qui s'appelle l'héroïne. Il purge une peine de prison, puis est expulsé vers le Mexique en 1997. Ce passage en prison va le transformer profondément, parce que c'est là-bas qu'il découvre les réseaux internationaux, qu'il comprend le marché américain, qu'il apprend à fonctionner dans l'ombre, à être discret, à structurer des opérations transfrontalières. De retour au Mexique, il devient brièvement policier municipal dans l'état de Jalisco. C'est une ironie totale. Celui qui va défier l'État a d'abord porté l'uniforme lui-même. Vous comprenez que c'était une tentative d'infiltration. C'était très stratégique. Ça va lui donner un avantage de fou pour tout le reste de sa carrière. Parce qu'il comprend les méthodes des forces de sécurité. Il apprend comment contourner les opérations, comment infiltrer, comment corrompre, sur quel élément appuyer. Mais très vite, après son passage à la police, quand il a eu les informations qu'il voulait, il rejoint le cartel de Milenio, allié au cartel de Sinaloa, assez célèbre. Il devient exécuteur, puis cadre, puis stratège. En 2009-2010, il y a une série d'arrestations et de morts au sommet du cartel de Milenio qui crée un vide. Le cartel se fracture. Deux factions émergent. L'une d'elles, Los Torcidos, dirigée par Oseguera Carvante, va prendre le dessus. Par El Mancho donc. Et c'est comme ça que ce cartel va officiellement devenir le cartel Jalisco Nueva Generación en 2011. Et c'est là que tout change, immédiatement. Parce que contrairement à d'autres cartels plus discrets, la CJNG choisit, comment expliquer ça? Une démonstration de brutalité extraordinaire, une violence publique. Vidéos armées diffusées en ligne, attaques directes contre les États, exécutions publiques. En 2020, il y a une tentative d'assassinat qui vise même le chef de la police de Mexico, Omar García Harfuch. C'est un message extrêmement clair. Le cartel ne se cache pas, il défie frontalement l'État mexicain. Sous El Mancho donc, le CJNG devient une organisation paramilitaire moderne. Drones armés, armes lourdes, lance-roquettes, recrutement massif. On parle d'un cartel qui est présent dans plus de 350 municipalités mexicaines. Une implantation dans les 50 États américains. Oui, il n'y a pas un seul État qui échappe. Ils ont des opérations en Europe, en Asie, en Amérique latine. Ces activités sont estimées à plus de 20 milliards de dollars par an. Mais ce qui distingue El Mancho, ce n'est pas seulement la violence, c'est l'adaptation. Parce qu'il comprend très tôt que le futur, ce n'est plus la cocaïne, c'est le fentanyl. Un filon synthétique, beaucoup plus rentable. Parce que c'est plus puissant, plus facile à produire et c'est très demandé par le public. C'est comme ça qu'il exploite les précurseurs chimiques importés d'Asie pour pouvoir alimenter le marché américain où il y a eu plus de 100 000 overdoses qui ont été enregistrées chaque année. Ah, vous pensez que j'allais dire au total? Non. Chaque année, 100 000 overdoses. Sachant que l'overdose, c'est déjà l'exagération de la consommation. L'exagération au point d'avoir l'overdose. Il ne dirige pas seulement un cartel. Il dirige un système économique parallèle, littéralement. Et là, on touche au cœur du problème. Parce que El Mancho n'était pas simplement un homme violent. Il était le produit d'un écosystème. Un écosystème fait de pauvreté, de corruption, de demandes massives aux États-Unis, de précurseurs venus d'Asie et de distribution fragilisée depuis la guerre contre les cartels lancée en 2006. Sa mort ne réduit pas cet écosystème. Elle le perturbe juste. La vraie question maintenant, ce n'est pas qui était El Mancho. C'est que deviendra le CJNG sans lui. Parce que quand un empire de 20 milliards de dollars perd son chef, soit il s'effondre, soit il explose. El Mancho est mort, mais le CJN, lui, n'a pas disparu. Les réseaux n'ont pas disparu. Le filon qu'il vendait n'a pas disparu. Et c'est là que commence la partie la plus dangereuse. Parce que quand un cartel aussi centralisé perd son leader historique, il y a deux scénarios qui sont possibles. Soit la succession est claire et rapide, soit le vide crée une guerre interne. Et dans le cas du CJNG, rien n'indique qu'un héritier naturel s'imposera immédiatement. Son fils Rubén Oseguera, surnommé El Manchito, est actuellement emprisonné aux États-Unis à vie. Donc, il n'y a pas de possibilité qu'il sorte là. La lignée directe du successeur est donc neutralisée. Ceux qui restent, ce sont les lieutenants,
Et il y a donc plusieurs noms qui circulent, des commandants opérationnels, des stratèges financiers, des chefs régionaux puissants, des hommes qui contrôlent les territoires, des réseaux, des routes logistiques et j'en passe. Mais aucun ne possède l'autorité symbolique et la légitimité absolue qu'avait El Mancho. Aucun. Et le gars a eu ça pendant plus d'une décennie. On a déjà eu à voir ce genre de situation avec l'arrestation de El Chapo. On l'a aussi vu après la capture de El Mayo Zambada. La stratégie d'éliminer les chefs ne détruit pas forcément les cartels. Ça fragmente, mais ça ne détruit pas. Et quand un cartel se fragmente, les factions se battent violemment. Plusieurs experts donc craignent désormais une guerre civile interne au CJNG. Globalement, là, on parle d'une lutte pour le contrôle des routes de fentanyl, des ports stratégiques et des couloirs vers les États-Unis. Ce type de fragmentation peut provoquer deux effets paradoxaux. D'abord, une explosion de violence locale, une purge interne et des assassinats ciblés. Les affrontements entre factions rivales sont pratiquement inévitables. Ensuite, il y a une diversification encore plus agressive. Parce que quand le contrôle central faiblit, les chefs régionaux cherchent à sécuriser leurs revenus, dont extorsion, enlèvement, trafic humain, vol de carburant et j'en passe. En d'autres termes, moins de structure mais plus d'imprévisibilité. Et pendant que ces luttes internes se dessinent, il y a un autre acteur qui observe. C'est le cartel de Sinaloa, qui est un rival historique, qui est toujours présent, qui est toujours stratégique, qui est toujours puissant. Un affrontement du CJNG pourrait ouvrir des opportunités territoriales. Ce qui signifie que la violence ne serait pas seulement interne, elle pourrait redevenir intercartel, littéralement. Et au milieu de tout ça, c'est la population civile qui trinque. Plus de 450 000 morts depuis 2006 à cause de la guerre des cartels. Non, il fallait que je rappelle le chiffre. Des régions entières où l'État est déjà contesté ne font que croître. Des villes paralysées en quelques heures après la mort d'un seul homme. C'est la population qui trinque. Si on pense que l'histoire concerne uniquement le Mexique, on se trompe lourdement, parce que le CJNG n'est pas juste un cartel local, c'est un acteur d'un système mondial. D'abord, il y a la demande. Les États-Unis représentent un marché colossal pour le filon mexicain. Des milliards de dollars. Une demande stable et massive, constante. Et le truc, c'est que tant qu'il y a ce type de demande, tant que cette demande existe, il y a quelqu'un qui va alimenter, essayer de fournir ça. Ensuite, il y a l'offre. Les précurseurs chimiques nécessitant la fabrication du fentanyl proviennent en grande partie d'Asie, notamment de la Chine. Ces substances arrivent au Mexique, sont transformées dans des laboratoires clandestins mais extrêmement bien équipés, puis traversent la frontière vers le nord via plein de méthodes qu'ils ont trouvées. On a donc une chaîne globale. Précurseurs asiatiques, producteurs mexicains, consommateurs américains, agents blanchis via des réseaux internationaux. Le CJNG n'est pas seulement une organisation violente, c'est un maillon parfaitement intégré dans une économie criminelle mondialisée. Ajoutez à cela la corruption structurelle. Plus de 90% des crimes au Mexique sont ni résolus ni poursuivis. Des municipalités entièrement infiltrées, les forces locales totalement corrompues, des prisons devenues des centres de commandement. Dans toutes ces conditions, éliminer un chef devient un symbole politique, mais pas forcément une solution structurelle. Et pendant que les grandes puissances parlent de coopération, de task force, de stratégie antiterroriste, on a les habitants des pays, des villes, qui vivent des réalités beaucoup plus simples, pas faciles, simples, très violentes. Parce que quand un cartel veut paralyser une région, il peut. La mort d'El Mancho est un événement majeur, mais l'enjeu dépasse un seul homme. C'est une question de modèle économique mondial, de corruption systémique, de demande internationale, de souveraineté fragilisée. Et dans tout ça, il y a la CIA qui est impliquée. On a l'argent du filon qui soutient l'économie américaine en secret et tout un système international très lucratif qui repose dessus. Donc, quelque part, on se demande même s'il y a réellement volonté d'endiguer tout ça. Est-ce qu'il y a volonté? Bref, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.